Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. C'est le premier webinaire live en format de discussion à bâton rompu que nous organisons. Alors aujourd'hui, je vous propose la thématique suivante. Pourquoi vous ne devriez pas ignorer la sécurité des courriels? Nous allons passer à la slide suivante. Next slide, please. Afin que je puisse vous présenter les intervenants sur cette session. Alors, tout d'abord, j'ai avec moi le président directeur général, Monsieur Zied Fakfak, de la société Dotien. Dotien qui est un partenaire historique de Zimbra et qui a donc le statut de partenaire Gold. Euh, voilà. J'ai également Andrew Schingler, qui est notre ingénieur commercial chez Synacor. Donc Synacor qui est le propriétaire de Zimbra. Et Andrew est anglophone, nous aurons en fait une session en franglais voilà, au cours de cette séance de 30 à 40 minutes que nous allons avoir ensemble. Et moi-même, je suis votre modératrice, Karine Couvreur. Je suis la directrice des ventes pour Synacor dans certains territoires de la région IMIA et notamment je m'occupe de la Tunisie. Nous allons donc pouvoir passer à la slide suivante. Next slide, please. Alors, nous avons 4 topics de discussion pour cette séance. Le premier, qu'est-ce que la vulnérabilité en sécurité informatique et en quoi est-elle différente d'une cybermenace? Deuxième topic, nous allons parler des malwares et des emails malveillants et comment Zimbra les traite-t-il? Troisième topic sera sur l'importance de la sécurité du courrier électronique pour la sécurité des entreprises. Et enfin, nous allons partager avec vous nos principaux conseils et stratégies sur la sécurité du courrier électronique. Voilà. Nous allons maintenant vous présenter une petite vidéo de 30 secondes. Next slide please for the video. This threat is not imminent. It is upon us. You are a normal Swiss office supply company. Why the hell are you hacking us? Everything was gone. There's no communication anymore. They were the worst 3 weeks in my life. Voilà. Donc effectivement, vous avez pu voir un petit condensé de différents articles et d'extraits vidéo sur cette thématique qui est plus que hot en ce moment dans l'actualité. Donc, j'aimerais aussi signaler à notre assemblée que nous allons avoir une pool de questions qui va s'afficher dans votre écran sur chacune des thématiques que nous allons aborder. Ça va vous permettre donc de participer également. Première question, je vais vous la lire. Votre organisation a-t-elle mis en place une forme d'authentification multifactorielle? Réponse A, oui. B, non. Ou C, je ne sais pas. Voilà. Donc, vous allez avoir quelques secondes pour pouvoir y répondre. Et en parallèle, Zied va nous expliquer qu'est-ce que la vulnérabilité en sécurité informatique et en quoi elle se différencie d'une cybermenace. Zied, à toi. Merci Karine, bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors, ces termes dans la gamme de la sécurité, la vulnérabilité et les menaces, on aimerait bien les différencier pour pouvoir entamer des discussions sur les solutions. Alors, une cyber threat, cyber menace ou une menace d'une manière générale, on peut la catégoriser en 2 ou même en 3 catégories. Dans plusieurs littératures, certains auteurs prendront la peine de catégoriser de leur manière. Mais aujourd'hui, je vais donner 3 catégories, principalement les menaces intentionnelles, les menaces inintentionnelles, non intentionnelles, et les menaces, on va dire, naturelles. Donc, sur les menaces intentionnelles, on va parler de choses ou de menaces comme les malwares, comme les ransomware, comme on l'a vu sur la vidéo précédente, le phishing, malicious code, les accès au login ou mot de passe non autorisés,
Et sur ce type de menace, il y a plusieurs activités et des méthodes que des agresseurs ou des hackers ou des pirates vont utiliser pour essayer de compromettre les systèmes qu'ils ciblent, les systèmes ou les utilisateurs qu'ils ciblent. Alors sur une autre catégorie, nous avons les menaces non intentionnelles, inintentionnelles. Et celles-là, elles sont relatives principalement et usuellement, elles sont relatives aux erreurs humaines. Aux erreurs humaines. Principalement ça. Donc, c'est des oublis, c'est des configurations, on va dire, de moyenne qualité. Parfois, on oublie de faire les mises à jour. Parfois, on utilise des faibles mots de passe. Parfois, on réutilise des mots de passe. Parfois, on utilise des mots de passe qui sont utilisés sur d'autres services. On oublie de reconfigurer notre antivirus, firewall, notre anti-spam. C'est des choses qui ne sont pas faites exprès, c'est des erreurs, mais qui ne sont pas vraiment exprès ou intentionnelles dans le sens de compromettre la société ou le patrimoine de la société. Et sous cette catégorie, on va trouver les utilisateurs, end users, et on va trouver aussi les administrateurs ou même ceux qui s'occupent de l'organisation. Chacun a sa part de ces erreurs, on va dire, des erreurs humaines. Et puis sur une autre catégorie, on parle de menaces naturelles. Là, c'est des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Ce n'est pas à cause de nous ou grâce à nous que ça se fait, c'est des menaces naturelles, des séismes, des incendies, des dégâts des eaux, des choses comme ça. Et bien entendu, qu'on le veuille ou pas, s'il y a quelqu'un derrière ça ou pas, ben, c'est des menaces qui risquent d'arrêter notre business, de compromettre nos données, de la perte des données, principalement la perte des ressources. Donc, en gros, je catégorisais les menaces sous ces trois ombrelles, sous ces trois catégories. Alors, c'est quoi une vulnérabilité? De l'autre côté, c'est quoi une vulnérabilité? Alors, une vulnérabilité, c'est une faiblesse au niveau d'une ressource ou d'un bien dans votre société. On peut parler d'un hardware, d'un software, ou même une procédure. Hein, ou même une procédure. Et c'est là où il y a un gap où un attaquant ou un mauvais acteur ou un agresseur ou un pirate pourrait avoir accès à vos ressources, à votre patrimoine. Que ce soit il va accéder à un mot de passe, ou il va accéder à des données, à des fichiers, à des bases de données, à un contenu d'un rapport quelconque. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Et la vulnérabilité, c'est effectivement le fait, si on veut revenir à une définition technique, c'est le fait d'exploiter une menace. La menace quand elle va réussir, quand on va réussir un type d'attaque ou un type de menace, c'est qu'on va attaquer une vulnérabilité. Alors, une vulnérabilité, ça peut être ciblé, bien entendu, par les différents hackers, et chacun, il a sa propre stratégie, sa propre tactique. Il est dit que statistiquement, les moyennes et petites entreprises, ou plutôt les moyennes entreprises, sont les cibles les plus vulnérables aux attaques. Ça s'explique, sont en train de monter en taille, elles négligent la partie sécurité, donc dans leur montée, dans leur scalability, ils oublient ce détail et ils restent dans la gestion traditionnelle jusqu'au jour où ils se font attaquer ou ils se font voler certaines données. Mais ceci dit, toutes les compagnies, toutes les tailles, individuelles, taille humaine, moyenne ou large, toutes les sociétés se font attaquer et de temps en temps, on a des fuites sur ce qui se passe chez certains opérateurs, chez certaines sociétés. Si on arrive voilà, certaines attaques arrivent à terme et arrivent à voler des informations ou avoir accès. Alors, un risque, c'est quoi un risque finalement? C'est le risque, c'est le fait de pouvoir, c'est l'intersection entre la menace et la vulnérabilité. Si on peut dire threat, menace plus vulnérabilité, c'est un risque. Alors,
Alors, Ok. un des exemples. Oui, Zied, oui, Karine. donc pour info, hein, ça fait. Je voulais signaler que la pole question, merci, nous avions diffusé une mauvaise question. Donc merci pour ceux qui ont reparticipé à la bonne question. Donc je viens d'avoir les résultats. Voilà, donc nous avons un pourcentage intéressant de gens qui ont répondu. Donc, nous avons, c'est en fait 50-50 entre les gens qui ont mis en place une authentification multifactorielle et qui ne l'ont pas fait en fait. Donc, le split est assez bien réparti. Euh, voilà. Oui, Et oui. oui. C'est une bonne chose que certaines sociétés ont déjà pensé à cette histoire de two-factor authentication, parce que qu'on le veuille ou pas, un utilisateur, il se retrouvera toujours confortable avec un mot de passe qu'il est habitué à utiliser ou un mot de passe, on va dire entre guillemets, un mot de passe facile à apprendre. Donc ça, c'est une vulnérabilité. Et qu'on le veuille ou pas, même si on exige un mot de passe difficile, l'utilisateur il peut l'utiliser sur d'autres services et ça va le rendre vulnérable. Donc avant cette D'ailleurs, histoire, oui, je vous écoute. Zied, j'ai une petite question donc sur ce sujet. Comment marche l'authentification à double facteur de Zimbra? Ben, très bonne question. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'utilisateur un login et un mot de passe, comme d'habitude, comme pratiquement tous les services. Et si ce mot de passe il est correct, on va lui demander un autre code et ce code il sera généré entre Zimbra et son téléphone, son smartphone, à partir d'une application qui va générer ce code. Un code, on va dire, c'est une sorte de one-time password qui sera valable pour 30 secondes, pendant 30 secondes. Et avec ce code, s'il insère le bon login, le bon mot de passe et le bon code, il aura accès à son compte de messagerie. Là, on vient de protéger d'une agréable manière son mot de passe, même s'il est faible. Ça ne veut pas dire qu'on va le laisser utiliser des mots de passe faibles, mais on va le protéger avec une deuxième couche qui est le code généré de manière Excellent. universellement unique. Oui. Merci Zied. Écoute, je te propose qu'on passe au deuxième topic. Oui. Donc, we're gonna go to the next topic. Andrew is gonna speak up on that one. Je vais vous lire la question donc en français. Donc, nous avons pour cette pôle de questions un autre petit sondage. Donc, concernant votre organisation, est-ce que vous avez une politique formelle de formation à la sécurité pour vos employés? Voilà, la pôle question s'affiche à l'écran. Je vous laisse y répondre. Et en parallèle, donc, nous allons avoir Andrew qui va nous expliquer ce qu'est un logiciel malveillant, un courriel malveillant, et donc comment Zimbra les traite-t-il. Andrew, over to you. Thank you, Corinne. First of all, apologies that I don't speak French. So I hope you can all understand me. I will try and talk slowly. I will just probably just cycle back to the previous discussion just to maybe, hopefully I won't cover or repeat some of the things that Zied has gone through, but I thought maybe from a Zimbra perspective and a cynical perspective, I can give you a bit more insights in terms of what we do from our side in terms of being the software editor. So, I mean, I think Zied kind of drew out the differentiation between vulnerabilities and cyber threats. So vulnerabilities are typically where there is there's a vulnerability in the software. So there's either a problem in the code or something in the one of the components of the software that creates a security flaw or something that bad actors can exploit. Whereas a cyber threat is more about bad actors doing something specifically to get into your system. They're probably using the mechanisms that are open to them and need to be open to everybody. So just from a vulnerability in a software development point of view, obviously we put in place a number of best practices and standards within our own organization, particularly around sort of things like secure coding. So making sure that our developers are coding to, what are seen as the best practices and ensuring that the code that they create is secure. If you don't know, Synacor are also a hosting provider. So they do a lot of hosting for a number of primarily US ISPs. So
they have an inherent requirement to make sure that the software that they're using, which is Zimbra obviously, is secure. So they have to, in the way same as you guys, probably as either service providers or just customers, you have to go through certain compliances and so on. So to get various things like SOC compliance and so on, they'll have to do things like pen testing. So they'll do regular pen testing of the Zimbra installations that they run. We as kind of QA also do, pen testing within there. And the same goes for kind of QA. So obviously the QA testing is not just trying to make sure that the software, is functioning as is expected, but also there are no security flaws in there. And all that has to, go on internally before we release a new version of Zimbra or a patch or something. And then aside from that, we have mechanisms for you as end customers to report issues back to us. So that we have a specific page on our website, the Security Center, that gives a lot of information around, well, how do you report stuff back to us? What's the process that we take in terms of escalating that security threat that might have been found within there? And then, how we then go about, creating a relevant patch for it, or if it's in one of our component software that we don't develop, because obviously you'll be aware there are a lot of different components in Zimbra that are not developed specifically by Zimbra, then we would report that to them as well. So I think it's important to understand that, we as software developers obviously have an inherent requirement to actually make sure that the software is secure, and equally because we are technically hosters as well, again, there's even more emphasis on that. Going specifically onto the question, what malware and malicious emails and how does Zimbra address them? So aside from what I've also mentioned there, in terms of our best practices internally and our reporting mechanisms within Zimbra itself, there are a lot of features within Zimbra that can be leveraged to thwart, the possible infiltration of malicious software or ransomware even. And some of those are technical, so things like two-factor authentication, which I think Ziad mentioned. Obviously Zimbra has a built-in antivirus and anti-spam capability, so that's built on ClamAV and Spam Assassin. And they are, they are basic tools. They're part of the product and they come with the product. We do typically advise that, you should also look at third-party products. So the fact that we make Zimbra very sort of easy to integrate with means that you can then leverage third-party technologies, which, let's be honest, antivirus and anti-spam is a very specialist topic. So there are lots of very solid vendors that have, great mechanisms to protect you and your users. So, you can leverage those integration points within Zimbra to, enhance what's already within the product itself. I think it's also worth mentioning the fact that actually user education is really, really important. I mean, we say this to all customers, is that, no matter what defenses you put in place, what technical mechanisms you've got to try and thwart or detect what's going on your system, it comes down to user behavior. So it is also really important that you educate your users to be suspicious of any email that comes in, and just to be very careful about what they click on, because they're getting more and more sophisticated, particularly in the ransomware space. They're getting much more sophisticated in how they compose their emails. It's not just some random sort of email you get from a Gmail address that says, hey, I've got $100 million that I need to spread around the world and give to good charities. They're getting much more sophisticated in disguising emails to look very like what you would be expecting within your organization. And that, that's a clear point. One of the things, particularly ransomware and those sorts of attacks, they are very clever, and they will get onto your system and they will monitor the mailboxes. They will see the sorts of transactions and transmissions and emails that are composed, who they come from, who they go to, who are the people in the organization. And a lot of that is just down to them getting access to an account. So
two-factor authentication or multi-factor authentication is really important, because you need to protect those accounts, because once they've got in there, they've got that, they can start seeding, that whole process about how they're going to deliver these attacks on you. Then you've got all the other things like, you can implement DKIM, you've got SPS, you've got DMARC, there's real-time block lists that you can apply within Zimbra as well. So it has all these tools and capabilities, sort of built into the product that you can leverage to protect your users and protect your system as well itself. And even things like the fact that Zimbra is a multi-server distributed architecture means that you can distribute stateless and stateful components within. You can have your stateless servers in the DMZ, you can have your stateful servers on the private network, and that just essentially reduces the attack surface that's made available to them. So just implementing some of these best practices that are seen in the industry, implementing some of the tools that are built into Zimbra can help enormously in terms of handling these sort of malicious attacks and emails that you get every day, as everybody gets every day. On that note, Andrew, I just wanted to share the result of our poll question. So again, it's a 50-50 split. So half of the people who answered did acknowledge that the organization do provide proper training about security to the staff, and the other half doesn't. I mean, so, I think if you go to any security company, that will probably be the first thing that they suggest, is that you need to educate your end users, because that's where that's kind of the single point of failure, for want of a better term. That is where you, as an administrator or a technologist, you have no real control over end users, and it's not just making sure that you're not clicking on a bad URL or something. It could just be general social engineering. People might be ringing you up and saying, who's the CEO of the company, or just trying to gather information. So it's really important that sort of education is delivered within your organization and is maintained over time, as these threats alter and change and become they change their pattern to try and sort of keep people on their toes and so on. I have one question on the Q&A. I'm going to read it in French first. Quelles sont les menaces les plus circulantes et celles qui sont les plus dangereuses pour l'email? So what are the main threats that circulate the most and that are the most malicious for emails? That's the question we got. I think, I mean, primarily, I think most people can spot a sort of obvious spam or phishing attack. I think the most dangerous ones are, as I say, where the attacker is already infiltrated your system. They've gathered a lot of knowledge about how you communicate with each other. They can even generate, forms and templates of emails that look completely legitimate. Either they send something to the finance department and say, here's an invoice or something. So it's those sorts of, those very subtle ones. I think the obvious ones, most spam virus, mechanisms can filter those out pretty easily. So they're getting more and more sophisticated. So you do have to be very aware of these, sort of very valid looking emails that are coming in, because they're almost impossible, for hygiene systems, mail hygiene systems to detect. They look exactly like what you'd be expecting. So again, it's about education, and it's making sure that everyone is aware. I mean, there are things that you can do in Zimbra. One simple obvious thing is, normally when you display a list of emails in your inbox, I think by default Zimbra just shows the display name, but you can switch a parameter off in Zimbra
so that it doesn't just show the display name, it actually shows the legitimate or the SMTP address. And sometimes that can be enough for people to think, hey, yeah, it says, you know, CEO as a display name, but that email address is nothing to do with my organization. So Very just good simple point, Andrew. things like that, yeah. Oui, le display de l'adresse HTML pour reconnaître l'origine d'une adresse malveillante. Très bon point. Merci, Andrew. Je vous propose de passer au next topic. Donc, nous allons retrouver notre PowerPoint. Serene, thank you. Donc, un troisième sujet de discussion que Zied va nous présenter, c'est donc l'importance de la sécurité du courrier électronique pour assurer la sécurité des entreprises. Et le sondage portera sur la question suivante. Donc, concernant votre organisation, est-ce qu'elle a déjà envisagé de mettre en place un système de courrier électronique crypté avec du SMIME ou du PGP, par exemple? Je vous laisse y répondre et on écoute les commentaires de Zied. Merci Karine. Thank you, Andrew. Mauvaise nouvelle. Email is the #1 attack vector, according to all. Se basant sur les données statistiques et les recherches sur les attaques, ben, l'email, c'est le vecteur d'attaque numéro 1. Très mauvaise nouvelle. Donc, il faut faire gaffe. Et cette situation sanitaire mondiale avec ce Covid-19, elle a créé une nouvelle situation normale de faire le boulot chez soi, de faire le boulot à partir de chez soi. Et donc, on va utiliser encore plus nos emails et même un peu plus que ça en parlant de partage de documents et sur des infrastructures genre cloud ou même on-premises. Mais on voit beaucoup d'utilisateurs ou de sociétés qui utilisent les solutions cloud et les solutions on-premises. Alors, les outils, cette situation, bien qu'elle était déjà face à des menaces, elle a de nouveaux challenges maintenant. Et là, comme Andrew l'a dit, les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Les social engineering attacks deviennent de plus en plus sophistiquées. Et quand on parle l'une des attaques les plus répandues, c'est le phishing. C'est là où on va vous créer un email avec un message très valide, avec un message convaincant, et on va essayer que vous cliquez sur un lien ou que vous téléchargez quelque chose afin d'avoir ou bien vos données, ou bien vos logins, mots de passe, vos crédits, je veux dire, ou bien que vous allez installer quelque chose sur votre machine et que ce quelque chose, ce petit logiciel, ça sera sous la commande et sous le contrôle du hacker. Mais il se trouve que on dit maintenant que 90% des attaques commencent par des phishing emails, des emails qui vont essayer d'avoir plus d'informations sur votre, bien sûr, vie privée, mais surtout sur vos accès, login, mot de passe et tout ça. Et on a trouvé, enfin, les pirates, ils ont trouvé que c'est plus simple de convaincre un employé de prendre une action par rapport à son compte Netflix ou par rapport à sa carte de crédit ou par rapport au paiement d'une facture d'électricité ou pas, c'est plus facile que d'identifier des vulnérabilités au niveau d'une société. Parce que les sociétés sont de plus en plus sécurisées maintenant, donc on target, on cible les maillons sur lesquels on peut casser, donc avec un peu de social engineering, et ça devient de plus en plus sophistiqué, on peut essayer de voir quelque chose. Et je trouve aussi que c'est des situations où les sociétés utilisent du cloud email, sans les nommer, ben, on n'a pas faire ça. Donc, avec ce mécanisme de partage de fichiers et tout, donc les attaques, le vecteur d'attaque, c'est allergie. Maintenant, on peut envoyer des emails avec un lien de partage qui semble valide. On va par exemple, pour la présentation de demain, voici les slides partagés, veuillez valider mon contenu si ça convient ou si ça. Et par réflexe, peut-être par manque d'attention, on peut cliquer sur ce lien et ça passe directement. On donne quelques informations, on va télécharger quelque chose sur notre ordinateur venant du pirate. Et ce qu'on va avoir de chez ce pirate, qu'est-ce qu'on va avoir? Ils peuvent voler nos credits, qu'on va dire credits, nos logins mots de passe. Ils peuvent
nous faire des paiements frauduleux, excusez-moi. Donc, nous exiger un certain paiement, je ne sais pas, pour la facture d'électricité ou pas, ou quelque chose comme ça, qui semble être honnête, mais au final, ça va vers la poche du pirate. Ça peut installer des chevaux de Troie. Ça peut même installer, et là, ça va devenir beaucoup plus sérieux, un ransomware. Comme on l'a vu dans la vidéo introductive tout à l'heure, ben, les ransomware, vous savez ce que ça fait. Ça crypte tous vos données, tout votre PC ou tous vos PC, et on va demander une rançon pour débloquer la situation. Et d'habitude, ces rançons sont payées en Bitcoin ou en crypto-money. Elles ne sont pas traçables et donc vous n'êtes même pas sûr si vous prenez la décision de payer, vous n'êtes même pas sûr de récupérer vos données. Et d'habitude, un seul employé qui tombe suffira. Mais d'habitude, ils vont toujours cibler plusieurs employés de la société. Et alors là, comment on va se protéger? Ben, il faut authentifier les emails. Tout à l'heure, Andrew a dit qu'on peut déjà vérifier les adresses email sources ou avoir un peu le serveur SMTP, avoir quelques informations avec une petite formation de familiarisation pour l'utilisateur, ils peuvent détecter ça. Mais on peut aller encore plus au-delà de ça et on peut parler de cryptage et de signature des emails. Et là, on va parler d'authenticité, confidentialité, intégrité, avec toutes les essences, tous les fondements de la sécurité informatique qu'on pourra implémenter sur notre messagerie électronique. Et donc, quand on peut crypter les emails, on peut aussi les signer. Donc là, on va se protéger contre beaucoup de choses. Déjà, un email, quand on va recevoir, on peut s'assurer de l'identité de l'émetteur, de notre correspondant. Il dit que ça vient de Zied. Est-ce que c'est bien Zied Olay? Comment vous allez confirmer ça? C'est à cause ou grâce à la signature électronique ou grâce au cryptage, puisqu'il y a un échange de clés qui se passe et donc il n'y a que la deuxième clé de Zied qui pourra authentifier la signature ou décrypter le message de ton côté. Le cryptage va protéger aussi contre les backups, les sauvegardes non protégées. Vous envoyez un email à votre correspondant, à votre partenaire, un email important, le texte d'un contrat ou le texte d'une offre ou le texte d'une convention. Et si votre partenaire ou votre correspondant il fait des sauvegardes non à faible sécurité, ben, le contenu de votre mail risque d'être divulgué. Et du coup, s'il est crypté, donc même s'il est touché par un pirate, mais il sera crypté, donc il ne sera pas divulgué. On va aussi, bien sûr, éviter l'exposition des données sensibles des sociétés, comme je viens de le dire, les offres, les factures, tout ça, les credit cards, d'accord? Et on ne pourra pas, par exemple, on pourra aussi annuler cette technique de ce qu'on appelle message replay. Il y a certains pirates, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un message replay, c'est-à-dire ils prennent votre message, ils changent un peu, ils le rejouent, histoire de changer un peu les propos, genre on va changer un numéro de compte pour le paiement, on va changer un montant pour une facture, et là, j'ai vu ça chez un client où le financier il a été pris comme cible par un pirate, il a dû faire plusieurs paiements sur un autre compte parce qu'il a eu un message, soi-disant de son fournisseur, qui lui dit il faut changer le compte bancaire sur l'autre agence. Enfin, on lui a raconté une histoire qui semblait valable et le monsieur, malheureusement, il était tombé dans le piège. Il a pu placer plusieurs paiements pour le pirate au nom de son fournisseur. Et donc, là, on insiste sur cette histoire de cryptage. Et avec Zimbra, on implémente le cryptage natif avec cette histoire de S-MIME. Et aussi, on supporte le cryptage PGP que vous pouvez utiliser avec différents clients, messagerie standard ou même des solutions webmail. Et je vois bien que sur votre pôle, Karine va nous donner un peu Oui, le oui, résumé oui. du pôle. Sur le... D'ailleurs, c'est la bonne nouvelle parce que tu avais démarré avec la mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des réponses est actuellement positive. Donc oui, les organisations ont envisagé de mettre en place un système de cryptage de leur courrier électronique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur le point là, tu parlais de Zimbra Ouais. justement et de l'encryption, je voulais te demander donc est-ce que ce cryptage va nécessiter des ressources externes avec Zimbra ou est-ce que tout est inclus? Oui, en effet, oui, en effet. Quand on parle de cryptage, il nous faut des clés. Chaque utilisateur, chaque participant, il va avoir une paire de clés pour le cryptage. On va les appeler la clé privée et la clé publique. Et donc, il lui faut un gestionnaire de clés. Le terme technique, c'est PKI, Public Key Infrastructure. Donc, il doit avoir cette paire de clés. Tous les utilisateurs doivent avoir des paires de clés pour pouvoir se crypter les messages les uns des autres pour comme ça, quand je vous envoie un message crypté, vous saurez le décrypter, et ainsi de suite, en utilisant ces clés qui ne sont pas, bien sûr, gérées par Zimbra, mais qui sont utilisées et exploitées par Zimbra. Zimbra, elle implémente S-MIME d'une manière native, et donc l'utilisateur ou la société va ramener ses certificats qui vont contenir les clés et les différentes informations nécessaires et qui va les utiliser pour l'authentification et pour le cryptage ainsi que la signature des emails. Voilà. Excellent. Merci Zied. We are ready, I think, to talk to the last topic of this live discussion. Alors, le dernier sujet de notre webinaire sera donc sur les conseils et les stratégies que Zimbra vous propose pour implémenter et améliorer la sécurité en fait de votre courrier électronique. Donc, le petit sondage, la question est la suivante. À quelle fréquence corrigez-vous vos systèmes? Donc, est-ce que c'est d'une manière hebdomadaire ou bien mensuelle ou enfin uniquement lorsque vous avez besoin d'une nouvelle fonctionnalité? Voilà. Andrew is going to tell us all about our advice in the matter. Okay, thank you, Corinne. Thank you, Ziad. Yeah, so I've got a kind of a bit of a list of things, but as we've kind of probably covered a lot of these, but it's always so useful just to reinforce these. I mean, first and foremost, and I've mentioned this several times, education for your end users is, highly important because that's your weak points at the end of the day. So just making sure your users are very cognizant of any emails that they receive, what to look for, what to check for, just to be very careful. And if they're suspicious, then to report it back to the administrators. But then more on the technology front, from the point of Zimbra, there are many things that you can implement within Zimbra. What I would advise you to do as a Zimbra customer or a Zimbra hoster is if you monitor particularly the Zimbra blog, because some of you may know my colleague Barry de Graaf, and Barry de Graaf has been generating a lot of new content, updating some of the old content, and he's done quite a bit in terms of security best practices, some of the tips and tricks in terms of particularly around security as well. So if you haven't already, I would check out the blog on Zimbra, look for these particular posts that have gone up there. There are associated white papers that are being published with that as well, so you can get hold of those white papers that again go into more detail around some of the features, capabilities, and configuration that you can do in Zimbra. But a number of things. I mean, I talked about things like DKIM, SPF, and real-time block lists. They're all kind of built into the product. They can all work with Zimbra. Patching is so important, making sure that you are on the latest patch or up to date on the patches. I mean, we release patches on a monthly basis. Now, not every patch will have necessarily a specific security update in there, but you should check the release notes to make sure, because we do publish these patches on a regular basis, and making sure that you're on the very latest and greatest patch is always going to be the best approach. So having that cadence and keeping the system up to date. We talked a lot. I heard Zied. My French is not that good, but I picked up on some of the acronyms he was using. So multi-factor, two-factor authentication. That is becoming, that's becoming almost kind of the standard these days. So Zimbra has its own built-in 2FA. If you've got some other multi-factor authentication system already in place, or you're looking at some other technology, you can integrate Zimbra to work with those. So typically you can integrate that via SAML. So Zimbra has a SAML integration. So the idea is, during the login process,
you send them over to your identity management system to perform some kind of multi-factor authentication. And then eventually, once they pass that, they come back to Zimbra. So there's those. I talked about, obviously, antivirus and anti-spam, making sure you're keeping the signatures and everything up to date. Again, you know, it's a bit like patching, just keep everything current. And then the other thing is obviously the fact that, you know, third-party technologies are available and out there. As I say, you know, it's a very specialist area. So, you know, enhancing or, you know, adding to Zimbra's own capability through third-party technology is also a good thing. Monitoring is also important, just making sure that you're monitoring what's going on the platform. Read those, you know, daily admin reports, look at those graphs in the admin console, you know, how many spam messages is it trapping, you know, who's logging in, that type of thing, you know, just making sure you're not under attack. You know, just looking at log files generally, you can sometimes see that there's a whole raft of connections coming in from who knows where, and they could be very suspicious. Passwords, obviously, you know, passwords, password complexity, frequency of password changes, you know, encouraging users to use passphrases as opposed to kind of traditional passwords, make them more complex, and so on. You know, again, that's important, particularly with the more sophisticated attacks that you get around ransomware, you know, malware, where, you know, they're using a combination of social engineering and, you know, brute force attacks to get that in on the platform. S-MIME has its place in terms of, you know, fully encrypted end-to-end email communication. I think everyone would agree it's not particularly end-user friendly, and that's always been the challenge with things like S-MIME and PGP. But there are times when that might be necessary, that you need to be sure that, you know, that end-to-end communication is fully, you know, authenticated and fully encrypted between there. Just a few other things. Some little things like if you're using Active Directory as your identity management system, or for that matter, some other external system to authenticate your users, Zimbra does have a setting in there that essentially means that if, for instance, you're authenticating against Active Directory and for whatever reason that Active Directory environment is unavailable, you can actually say to Zimbra, fall back to the local LDAP password. Now, that's great, it's just a fallback mechanism, but also that's a security hole. So generally, we would advise, if you're using an external authentication mechanism, is don't enable the fallback, because potentially you might have provisioned all those accounts with all the same password, you know, like password 123. So it's going to be very easy to get unlocked. So generally, we would say don't use it or fail back. I think by default it's not enabled, but you might want to check. Using things like, you know, TLS 1.3, we've recently updated version TLS 1.3, using strong ciphers as well. Again, Barry recently did a blog about making sure you're using the strongest ciphers in there. Backups, you know, do backups, make sure you test them. You know, it's all well and good taking a backup, but when you need it, it doesn't work. So make sure you do testing. Things like, you know, I mean, you can block specific attachments in Zimbra. So, you know, review attachments and so on that you're blocking and so on. Andrew. Sorry, Ziad, were you trying to say something? Yes, I'd like to add one point regarding TLS 1.3. Actually, since, yes, it was introduced recently with Zimbra, and it uses strong cipher for sure. And we found some customers with the old version of their operating systems and browsers. They do not have the ciphers that are compatible with Zimbra. So they prefer, or they use the simplest solution by disabling these strong ciphers. No, please don't. Please use the strong ciphers and upgrade your browsers or your operating system so that you will be aligned with the top notch of security encryption algorithm, so that you won't fall into this small failure where someone might take replay your session or take session. Yeah. No, that's a very good point. You know, sometimes
it's the easy route is to basically Yeah. say, oh, we'll take a less strong cipher because then we can handle all these users that are on old browsers. But you've got to try and fix it to make sure your end-to-end encryption is solid all the way through. So that's an important thing. Other things like session timeouts, when a user walks away from their desktop, make sure that it can't sit there for 24 hours and not get logged out, that sort of thing. I talked about earlier the fact that just a simple config change where you can display the entire email address and not just the display name, that just helps users visualize what they're actually receiving and who it's coming from. And then other things on the mobile side, we have what we call ABQ, so this allow block quarantine. So the idea is that you as the administrator can control what mobile devices are allowed to connect to your service and so on. So if you have a policy of issuing your end users, your employees or whatever with company issued devices, then you can make sure that only those company issued devices get connected to the service. So yeah, there's lots of things in there. Let's say I really encourage you to go and look at the blogs, particularly some of the recent ones that Barry has been generating, because there's a lot of really useful information in there. Justement, on a posté dans le chat pour l'ensemble des attendees les liens vers le blog de Barry et le Zimbra website également. Donc, I would like also to comment on the poll question, Andrew. So we have a 50-50 split again, mainly between either updating on a monthly basis or when you need a new feature. That's yeah. I think it's a monthly patch cycle is is quite frequent, but at the end of the day, we tell our customers, well, you don't have to. Some people don't want to apply a patch every month because obviously there's some potential outage that has to be incurred in that. But I think that's fine. If you don't want to patch every month, then that's fine. But you should make sure you review the release notes, because if there is a security patch in there, you might want to think, okay, I don't normally do this every month, but it's worthwhile doing it this month because there is security. Not every month is there going to be a security update in there, but certainly check them, make sure, just try and keep your system from a security perspective on the most recent up-to-date patch. All right. Thank you, Andrew. Je propose que nous concluions donc ce webinaire par les dernières questions que vous auriez. Donc, this is the Q&A session now. I have actually 2 questions already. I'm going to say it in French first. So, y aurait-il des outils techniques développés par Zimbra pour permettre de mesurer le niveau de sécurité de la messagerie? Donc, do we have technical tools developed by Zimbra to measure the security level of the email? No, not that I'm aware of. I don't quite know what that would be, but I don't know, Ziad, whether it makes sense to you. Yes, indeed. No, yeah, I understand the question, and indeed it's part of other kind or type of software where they measure the threat levels, and they can give some scoring or some graphs about it. No, we don't implement tool to measure the email threat or security. Merci, Ziad. L'autre question que j'ai, donc, c'est vis-à-vis de Zimbra. Est-ce que Zimbra propose d'assurer la confidentialité des emails de bout en bout? Oui. Nous avons donc systématiquement la sécurité des données ou des emails en transit. Donc ça, nous avons les communications, que si on est en train d'utiliser le webmail, ça sera du HTTPS. Si on est en train d'utiliser un client de messagerie standard, comme Thunderbird par exemple, ça sera du IMAP-S pour la lecture des emails. Et pour l'envoi, ça sera du SMTP-S.
aussi, Zimbra, elle expose les ports SMTPS pour les MTA, pour la livraison des emails. Donc, elle est capable de livrer des emails au mode SMTPS, hein, c'est-à-dire si vous avez envoyé un email à une société, un serveur en dehors de notre réseau, donc Zimbra peut utiliser le SMTPS, encore une fois, pour livrer le message, si l'autre partie, bien entendu, implémente SMTPS. Si c'est du SMTP classique, bon, ce sera du SMTP classique. Et la sécurité data at rest, donc on vient d'en parler. Donc il y a toujours PGP et SMAN qui sont proposés et utilisables sur Zimbra. Donc si on veut crypter les emails et comme on dit en anglais, data at rest, les emails stockés sur le disque peuvent être cryptés effectivement moyennant ces deux outils. Okay. Merci, Ziad. I have another one, maybe for you, Andrew. It's Yeah. about the future of Zimbra. Will we integrate SMS gateways for two-factor authentication with SMS? I mean, there's nothing on the roadmap. I mean, we have seen this request sometimes, and sometimes we see that from ISPs where they're trying to address a very large user base. I think generally in terms of what we're doing, no. Where we have seen this as a requirement, as say, we tend to see this more in the ISP space. What's generally been done then is that they've integrated a third party or another mechanism to do two-factor authentication that then can handle SMS. So, if you have a system that will handle SMS two-factor authentication, then you can use the SAML integration to do that. As far as our roadmap, no, I don't think. I think we're still going to go down the sort of the mobile app approach. Maybe look at sort of tokens, that type of thing. I mean, there is a kind of a general feel in the industry that actually SMS is not particularly secure either. So people are kind of moving away from that. Okay, thanks, Andrew. For this particular need, we developed let's call it an extra application, small application, integrated to Zimbra to manage this very question where users want to reset or create accounts or create passwords. We integrated that with Zimbra and the SMS gateway from operators so that users can reset their passwords and get confirmation and validation through SMS gateway. Alors ça, c'est So une there you go. excellente, So yeah, it has the answer. Yeah. So. Yes, we did that Yeah. for a customer. And that's one of the great strengths of Zimbra's partners like .cn, Yeah. who are able to develop even more features around our solution. I have one last question. Does Zimbra include mechanism to circumvent DDoS attacks? I mean, there are some parameters and there are some controls within Zimbra to essentially kind of restrict the number of calls that can be made to the API in a certain amount of time. I know sometimes we even see this becomes an issue in an environment where they're not actually under attack, but because they've either developed a lot of programs or that work against the API and they're doing high volumes or high speed calls to the API, then those parameters need to be changed. So yeah, there are some built-in mechanisms in there to control the DDoS side of things. There's also, you can implement kind of rate limiting through sort of policy D and so on in terms of just generic, how many emails can I send in a certain amount of time, that type of thing. So again, I think Barry has done a white paper on that as well. It's on our wiki and that type of thing. So yeah, there are some mechanisms in there. Excellent. Eh bien, écoutez, je pense que nous arrivons à la fin de notre session. Je tiens à remercier Ziad et Andrew pour leurs interventions. Merci à l'ensemble des intervenants et donc des participants avec les nombreuses questions que vous nous avez remontées. Surtout, n'hésitez pas si à la suite de cette session, vous avez d'autres questions, revenez vers nous directement, aussi bien auprès de Ziad ou de moi-même. Donc, vous allez aussi recevoir l'enregistrement, il sera accessible. Cette session avait été enregistrée, donc voilà, vous pouvez la revisionner au besoin. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci encore et une très bonne journée. Au revoir. Bye bye. Au revoir.